Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Violaine de Philippi Sabahat. Violaine, elle est avocate, militante féministe, chroniqueuse pour le journal L'Humanité et autrice de l'ouvrage percutant Classé sans suite, que je vous recommande très fortement. Ensemble, nous allons explorer des thèmes essentiels qui touchent à la parentalité, l'éducation et bien sûr la lutte contre le patriarcat. Dans cet épisode, Violaine nous parle de son approche pour discuter des droits des femmes avec sa fille de 5 ans et demi, tout en évitant les sujets trop traumatisants. Nous échangerons également sur la manière de défaire les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne et la façon dont le militantisme peut être une valeur éducative essentielle, même pour les plus jeunes. Violaine explique comment elle intègre subtilement des réflexions militantes dans l'éducation de sa fille, sans la surcharger ni s'imposer comme une autorité rigide. Nous aborderons également les défis du système judiciaire face aux violations des droits des femmes et discuterons des statistiques alarmantes concernant le classement sans suite de la plupart des plaintes pour violence. Violaine nous partagera ses observations sur l'importance d'une enquête rigoureuse et sur le stress post-traumatique que peuvent vivre les victimes de violences. Enfin, nous parlerons d'égalité des genres et de représentation médiatique, en critiquant certaines séries télévisées qui véhiculent des modèles toxiques. Nous réfléchirons aux alternatives médiatiques positives, bien sûr, comme les podcasts éducatifs pour enfants et à l'importance de figures féministes inspirantes. C'est une conversation riche, complexe et parfois un peu bordélique, j'avoue, que vous ne voudrez tout de même pas manquer. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette discussion passionnante avec Violaine de Philippi Sabahat. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast ou Spotify, et là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Violaine, qu'est-ce qui dans ton parcours t'a motivé à t'engager dans la défense du droit des femmes ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, j'ai commencé à m'engager vers 2015 dans des associations à Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux. Et donc, j'avais une permanence juridique. Je crois que c'était vraiment à partir de 2016, la permanence. J'y allais pour répondre aux questions des femmes sur les violences. Pourquoi je me suis engagée à partir de ces années-là ? En fait, je crois que comme beaucoup de militantes ou de militants, c'est souvent notre histoire personnelle qui joue. En tout cas, pour moi, ça a été un élément déclencheur parce que même si depuis petite, ma mère m'a toujours dit, voilà, c'est important aussi pour une fille d'être indépendante économiquement, de pouvoir avoir les moyens de choisir. L'élément vraiment marquant, ça a été un virage en 2011 où j'ai fréquenté, donc à l'époque, j'avais pas encore 23 ans, parce que je suis de la fin d'année, donc j'avais 22 ans et demi. Je fréquentais rapidement un étudiant en médecine qui était en fin de médecine, donc qui était un peu plus âgé que moi. Et je dis rapidement parce qu'on a dû se rencontrer, je m'en rappelle, mi-juin 2011. Et une semaine après, j'ai été victime d'un viol. Et donc, à partir de ces moments-là, j'ai plutôt été très mal accompagnée. Et donc, ça a été une prise de conscience progressive de comprendre ce qui m'était arrivé, de comprendre aussi la phase de déni, de la mémoire traumatique qu'il peut y avoir. Et ça, c'est un chemin que j'ai un peu fait toute seule parce que ni ma famille, ni la psy de l'université à l'époque étaient formés sur ça. Puis c'était avant MeToo. Enfin, il y avait tout un... Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir quelques amis très proches qui m'ont beaucoup aidée. Et donc, ensuite, j'ai prêté serment 2 ans après, parce que c'était l'été où je passais le concours, enfin l'examen du barreau. C'est pas un concours, c'est un examen. Et peut-être que c'est ça qui m'a sauvée, en fait, de passer l'examen, parce que j'étais dans un espèce de tunnel. Il fallait que j'ai mon examen, parce que sinon, je pouvais pas refaire encore une année, j'avais pas les sous. Et après que cette course difficile se soit terminée, parce que vraiment, c'est vrai que mon corps me faisait des trucs bizarres, tu vois. Alors, je déprimais d'un coup, je savais pas pourquoi. Enfin, c'était très bizarre. J'ai pris plus le temps de lire. J'ai beaucoup lu Muriel Salmona, la psychiatre. C'est vraiment son site qui m'a sorti les informations que les psys que j'avais vues ne me disaient pas, en fait. J'ai découvert le trouble de stress post-traumatique. C'est assez violent quand on découvre ça toute seule sur son ordinateur, d'ailleurs, mais très utile, néanmoins. Et donc, au bout de quelques années de barreau, je me suis dit, peut-être ma façon à moi aussi d'avancer par rapport à cette histoire, maintenant que je commence à aller mieux, parce que je pense qu'il y a une phase où il faut soigner soi-même d'abord. Donc, je commençais à me sentir mieux vers 2015-2016.
bien que c'était pas encore non plus la joie. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'investir en me disant, je vais mettre mon savoir-faire au service des femmes. Donc, si je peux les aider sur les violences faites aux femmes, je vais faire ça. Et c'est comme ça que ça a commencé vraiment l'investissement sur le terrain, on va dire. Dans le cadre de cet investissement, tu as sorti un livre, donc Classé sans suite, qui a eu quand même un certain retentissement médiatique dans la société, j'ai l'impression, au moins dans les milieux militants. Oui, c'est vrai qu'il a pas mal circulé, je crois. Donc je suis contente de ça dans la mesure où j'avais aussi écrit comme une sorte de manifeste qui, j'espère, peut aider d'autres femmes. Ouais. Ça, c'est ce qui t'a motivé à l'écrire. Quels sont les principaux messages, je voudrais ouvrir cette parenthèse-là, quels sont les principaux messages que tu voulais transmettre à travers cet ouvrage ? Je pense que c'est de dire, c'est pas votre faute si c'est classé sans suite. Parce que souvent, on se dit, peut-être que j'ai mal dit, peut-être que j'aurais dû être plus précise, ou alors même, peut-être que je suis pas vraiment victime, en fait, puisque c'est classé. Et c'était donc d'abord dans cette envie-là de parler aux autres femmes, et aussi dans une envie de parler à tout le monde, parce qu'il y a encore des stéréotypes sur le profil, entre guillemets, de la bonne victime. Qu'est-ce que ce serait une victime ? Ce serait être violée au coin d'une rue. Il y a cette idée dans l'opinion publique que être victime d'un viol, c'est être victime, voilà, un soir, dans une rue par un inconnu, souvent d'origine étrangère, comme ils sont caricaturés, notamment par l'extrême droite, principalement, alors qu'en réalité, ça correspond pas aux statistiques. Et donc, c'était aussi de revenir sur ce qui fait que cette vision-là de la victime, elle va imprégner évidemment la société, donc n'importe quel citoyen, citoyenne, mais aussi les professionnels. Donc, le professionnel qui va recevoir la plainte, donc l'agent de police par exemple, ou le procureur qui la recevra au tribunal, parce qu'on peut aussi déposer plainte en envoyant un courrier. Ça va aussi influencer les avocats qui vont traiter du dossier, les avocates, parce que c'est aussi des stéréotypes qu'on a intégrés femmes comme hommes. Hein. Ça va influencer le jury populaire d'une cour d'assises, ça va influencer les juges professionnels. Donc en fait, cette grille d'analyse, déjà, c'est de dire, faut en être conscient qu'elle existe. Savoir que quand on regarde les agressions, on a tendance à dire ça c'est pas une vraie agression, ça doit être un malentendu. Ce que m'avait dit ma médecin d'ailleurs à l'époque quand j'en avais parlé, elle m'avait dit si les médecins ça doit pas être ça, vous avez du mal c'est dingue en fait de dire ça, mais qu'en fait c'est vraiment extrêmement répandu. Et moi c'est des choses aussi que je voyais, que j'entendais chez les femmes qui venaient me parler, notamment aux permanences, donc que je tenais, les permanences d'information. Cette idée qu'elles sont pas forcément vraiment victimes parce que c'était leur copain, parce que c'est leur ex, ou parce que c'est un pote qui était un peu bourré, le pauvre, alors il savait pas trop ce qu'il faisait, avec ce retournement de situation comme si c'était l'agresseur qu'on devait plaindre. Donc c'était aussi parler à tout le monde, au-delà de parler aux femmes, mais parler aussi à interroger ce qui nous construit dans la perception des violences, pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de vraie ou de fausse agression. Quand il y a une agression, elle est forcément vraie, sinon c'est qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de demi-agression en fait. Voilà. Juste pour l'auditoire, il y a quand même un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite, c'est ça ? Oui, c'est ça. On estime que c'est 8 plaintes sur 10 en matière de violences faites aux femmes. Ensuite, si on trie, entre guillemets, désolé du langage administratif pour parler des violences, mais bon, ça va être un peu moins de 80% pour les violences conjugales et plus de 90% pour les viols. Okay. Donc ça fait une moyenne, quand on prend tout, de 8 cas sur 10, qui correspond à ce que je vois moi à la permanence, puisque j'entends des femmes qui viennent donc avec leurs histoires, leur parcours, et donc souvent leur classement, ou alors elles en sont au stade du dépôt de plainte, et c'est d'expliquer ce qu'il y a après, qu'il y a potentiellement un classement. Alors que mes consoeurs et mes confrères qui interviennent exclusivement au tribunal correctionnel pour les agressions, ou en cour d'assises ou en cour départementale criminelle, eux, ils vont voir les dossiers pas classés, ce qui peut donner une fausse impression dans ma profession d'avocate, en fait c'est faux ces stats parce que eux ils passent leur journée à plaider, mais en fait c'est que ces dossiers-là qui sont classés ne donnent pas lieu à rémunération souvent, puisque l'aide juridictionnelle par exemple ne fonctionne pas au dépôt de plainte. Quand on fait pas une partie de son travail bénévolement, c'est que c'est des choses qui passent sous nos radars en tant qu'avocate, on va pas les voir parce que du coup on va prendre les dossiers qui eux ne sont pas classés pour des raisons qu'on comprend bien, c'est que quand on n'est pas bénévole sur une partie de son travail, on facture tout, donc on peut pas facturer la partie qui est pas rémunérable. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment cette vision-là globale, on va dire, de ce qui était caché, et c'est caché, oui, ce qui se voit moins, quoi, tous les classements. Et c'est aussi pour ça que je voulais écrire ce bouquin, pour dire, oui, on avance un peu, mais tellement pas vite et tellement pas assez, parce que regardez toutes ces personnes qui viennent parler à la police, et après les enquêtes sont tellement pas assez faites, il y a tellement
peu d'actes d'investigation qu'on ne va pas chercher les preuves. Oui, et puis moi, ce que je retiens quand je t'entends parler, là, c'est aussi le côté de... On dit aux femmes, parlez, portez plainte. En fait, derrière, ça ne suffit pas, et ça, c'est un vrai problème, quoi. Dire d'aller déposer plainte à l'heure actuelle sans expliquer la violence de la procédure judiciaire qui va suivre, il me semble que c'est irresponsable. Les discours, comme on a pu entendre en 2022, je me souviens d'une déclaration d'Elisabeth Borne à propos des accusations, je crois, sur Damien Abad. Elle avait dit « Laissons la justice faire son travail, j'invite les femmes concernées à déposer plainte ». Mais en réalité, dans un monde idéal, oui, il faudrait aller déposer plainte. Mais dans le monde actuel, on ne peut pas avoir une injonction sur les femmes à déposer plainte parce qu'on sait qu'ensuite, eh bien, on va ne pas être appelé souvent pendant des mois. Eh bien, on ne pourra pas savoir où en est son dossier. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des plateformes pour suivre des courriers en ligne quand on envoie des recommandés. En revanche, il n'y a aucune plateforme qui existe pour saisir son numéro de plainte et savoir, ne serait-ce que si ça a été classé ou si c'est toujours en cours. C'est quand même rassurant de pouvoir, avec un numéro, aller voir, même si c'est froid et administratif, rassurant, de se dire « Ah, bah, c'est en cours, donc là, peut-être de voir qu'on va être convoqué pour une confrontation à telle date dans combien de semaines pour se préparer. » En fait, pour voir qu'on ne nous a pas oubliés. Voilà. Ce sentiment d'abandon, et puis ensuite, il y a la problématique des actes d'enquête qui sont pas assez poussés. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire... Quand c'est fait, c'est pas toujours fait du tout. Quand c'est fait, l'enquête d'entourage, donc on va auditionner les proches de l'homme accusé et aussi ceux de la plaignante. Les listes de personnes auditionnées sont souvent pas assez longues. Il y a des dossiers où on donne des noms à interroger, où en fait les noms qu'on donne ne sont pas tous contactés, ou alors ils sont contactés, mais ensuite ils ne sont pas recontactés. Par exemple, si vous habitez loin, on vous dit bon bah vous allez pouvoir déposer au poste le plus proche de chez vous. J'ai appelé un de mes collègues qui va vous reprendre contact, etc. Et puis ils ne sont pas rappelés. Ça s'est arrivé plusieurs fois. Donc on voit qu'il y a des erreurs dans les enquêtes qui sont soit liées au manque de budget, soit liées à une volonté plus ou moins consciente des personnes qui sont en charge des enquêtes de pas les prioriser. On retombe toujours en fait sur cette idée de stéréotype. Qu'est-ce qui fait qu'on va, avec un budget donné, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir d'investiguer plus un dossier de stup qu'un dossier de violence faite aux femmes? Bah, c'est des priorisations qui sont à la fois des choix politiques, mais surtout aussi, même les choix politiques, quand bien il y a des instructions plus hautes, ces orientations-là que peut donner le ministère, d'indications, hein, bien sûr, c'est pas des obligations, parce que les procureurs et les juges d'instruction sont libres des poursuites. Par exemple, je me rappelle il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une circulaire qui circulait, qui avait dit voilà, il faudrait classer les dossiers pour vider les stocks, etc. Puis ensuite, le ministère avait dit non, mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Nous, on voulait pas dire de classer spécifiquement les violences faites aux femmes, mais bon, ce qui avait été fait ensuite. Donc bon, ce qui fait qu'on va investiguer plus un dossier qu'un autre, ce qui fait qu'on va mettre plus de budget, que ce soit au niveau des parquets ou que ce soit au niveau du ministère qui lui nourrit le budget, ça va être des priorisations. Donc des choix liés à nos stéréotypes. Ce qui fait qu'on n'a pas assez d'argent pour les violences faites aux femmes. Et donc, dans notre société capitaliste, tout finit par être une question de budget. Parce que si on avait plus de budget, on pourrait former plus les personnes qui interviennent sur les violences faites aux femmes, on pourrait faire plus d'actes d'enquête. Et ça permettrait aussi, même au niveau de l'éducation, bien avant les procédures judiciaires, d'anticiper dès l'enfance pour avoir plus de budget pour l'école. Donc en fait, on en revient, pour sensibiliser sur les questions de consentement, etc., on en revient toujours à une question d'argent. Et aujourd'hui, on manque cruellement d'argent dans nos services publics. On le sait pour l'hôpital, il faut se dire que pour la justice, c'est pareil. Ok. Oui, je peux en parler des heures. Merci. Merci Violaine. Non, mais c'est important. Je pense que c'est important aussi de bien planter le décor pour notre auditoire, de qui tu es, aussi de comment tu vois ce monde, de ce qui construit ta vision du monde vis-à-vis de ça, parce que ça va bien entendu venir impacter la mère que tu es et la parentalité que tu vas pouvoir proposer. Déjà, première question, toi en tant que mère, comment est-ce que tu arrives à concilier ton engagement militant, ta vie professionnelle, avec ta vie familiale ? Je pense que j'ai toujours voulu impliquer, bien sûr, à des niveaux on va dire, qui sont compatibles avec son âge, mais ma fille dans ma vie sociale et donc militante, puisque le fait d'être militante, ça fait partie de ma vie sociale. Donc, de manière générale, et même en dehors du militantisme, j'ai plutôt pris le parti, je dirais plutôt intuitivement, en fait, je crois pas à l'instinct maternel, mais je veux dire en tant qu'être humaine, en fait, de considérer ma fille comme justement une être humaine
Et donc de pas me dire ah là là quel boulet, je vais pas sortir parce que voilà. Donc si je suis invitée chez des amis, ben on emmène notre fille ou on fait en sorte que le lieu où on va puisse être adapté, mais sans non plus en faire un élément bloquant. Évidemment, j'ai pas l'emmener en boîte de nuit, hein, on est bien d'accord. En revanche, je vois pas d'opposition à l'emmener assez facilement chez des amis qui vont faire un apéro ou qui vont nous inviter à déjeuner ou qui. J'ai jamais été bloquée par ça. Je comprends très bien qu'on puisse l'être en tant que mère parce qu'on a tout un tas d'injonctions à être une mère parfaite et donc en fait qui fait encourir aucun risque à son enfant, qui contrôle sa température 10 fois par jour. Enfin, je caricature, mais il y a ce poids-là sur les femmes encore plus de se dire voilà, il faut être une bonne mère c'est comme ça. Et donc parfois c'est difficile de s'affranchir de tous ces trucs-là. Par exemple, quand on part en vacances, je sais que dans ma famille, j'ai des cousines qui sont beaucoup plus stressées que moi ou qui vont avoir tout équipé et tout vérifié 18 fois. Et je comprends pourquoi. Mais enfin, alors peut-être aussi c'est parce que je suis bordélique, donc ça m'aide à être plus relax, tu vois. J'essaie de pas être bloquée dans mon quotidien par les injonctions à être une mère parfaite. Donc je l'emmène. Mais comment tu gères vis-à-vis de cet engagement militant? C'est-à-dire que ta fille t'accompagne à des événements militants? Oui, c'est ça. Alors après, par exemple, quand elle était petite, j'ai pu l'amener à des manifestations que je pensais sans danger et qui se sont toutes très bien passées jusqu'au jour où effectivement, c'était peut-être il y a 1 an, elle était moins petite forcément. Donc plus consciente de ce qui se passait, c'était au moment de la réforme des retraites. Et là, on s'est retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, donc au milieu de la crymo et tout. Et heureusement, j'ai vu les choses arriver, donc on s'est pas réellement retrouvés au milieu. C'est-à-dire qu'on a pu se réfugier dans un café, donc on a vu ce qui se passait. Enfin, j'ai vu ce qui se passait, puis je l'ai mis en arrière pour pas qu'elle soit traumatisée par la bagarre. Mais je me suis dit, si jamais j'avais pas trouvé ce café, est-ce que vraiment c'était adapté de l'amener ici? Et c'est là qu'à partir de là, je me suis dit, bon, les manifestations en France deviennent peut-être de plus en plus violentes. Donc depuis 1 an, j'emmène quasiment pas en manif à cause de cet événement-là. Et je regrette parce que je pense qu'un lieu de manifestation, ça devrait être quelque chose de sécurisé où justement on peut parler d'engagement avec les enfants et leur montrer ce que c'est de se rassembler pour des valeurs sociales qui me semblent importantes. Donc oui, je l'emmenais jusqu'à ce tournant-là. Bon, évidemment, les gilets jaunes, j'ai pas emmené. On sait très bien que c'était violent à l'époque. Donc, en fait, c'est un choix. Je dirais que je jauge en fonction. Je me dis, est-ce que là, c'est adapté pour elle ou pas? Si ça l'est, je peux l'emmener. Si ça l'est pas, je l'emmène pas. Par exemple, les conférences qui sont vraiment violentes sur les violences faites aux femmes, je l'emmène pas parce que le vocabulaire, elle comprend et je trouve que c'est pas adapté à son âge. En revanche, si c'est une conférence sur des sujets moins violents, sur l'égalité professionnelle, là, je peux l'emmener. Puis je lui prends peut-être des dessins si elle s'ennuie à côté au bout d'un moment, puis elle dessine. En fait, voilà, disons que en discutant, tu vois, je m'aperçois que le curseur, c'est la violence. Donc si la manif ou la conférence, elle va être violente, soit par les mots, soit par les gestes, je l'emmène pas. Et si je pense que ça peut être... que c'est quelque chose de pas violent, alors je l'emmène. Oui, parce que tu as aussi ce côté dans la violence des mots employés. C'est sûr que si tu vas à une conférence où on va parler de viol, où on va parler potentiellement d'inceste aussi, tu vois, voilà, des choses qui peuvent lui faire peur, même si c'est une réalité de société. Hein. Oui, en effet, il vaut peut-être mieux la préserver et amener toi les sujets différemment. Comment est-ce que tes convictions féministes influencent ton approche éducative avec elle? Parce que tu as dit, je la considère comme une être humaine, d'accord, mais dans le concret, en fait. Dans le concret, je trouve que c'est effectivement ça met face à beaucoup de paradoxes, c'est-à-dire, en tout cas, ça fait s'interroger sur la pureté militante et ça nous fait constater qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire je crois que on vit tous dans une société, on est des êtres sociaux. J'ai pas pris le parti de lui interdire des jeux. Par exemple, si elle veut une robe de princesse, elle aura une robe de princesse si, je veux dire, elle a pas de cadeau tous les jours, mais si elle me demande pour son anniversaire une robe de princesse, je vais lui dire oui, alors la robe de princesse, oui, c'est chouette. Est-ce que tu as aussi vu ça et ça? Puis après, j'allais choisir et j'essaie aussi de lui expliquer pourquoi, peut-être dans sa classe, les filles, elles vont en voir plus en robe de princesse et pourquoi les garçons, ils en ont pas, en lui expliquant que c'est des choix, mais qu'en fait, personne n'est né avec des habits sur soi, donc elle peut choisir ses vêtements. Mais je vais pas la couper de la société, voilà, c'est ça. C'est par exemple, je lui interdis pas de porter du rose ou d'aimer les paillettes. Comme on caricature souvent les féministes en disant ça doit être horrible avec ses enfants. Non, je lui explique, je lui dis oui, si tu aimes les paillettes, c'est chouette. Est-ce que tu as vu aussi là, et je lui montre d'autres choses en fait. Je lui dis c'est pas les filles peuvent faire tout, les filles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit de jouer aux voitures ou que tu vas être mauvaise au foot. Donc voilà. Et en fait, là par contre, je pense qu'il y a un rôle de compensation.
Parce que c'est vrai que, et c'est évidemment pas parce que c'est une fille qu'elle le fait, mais c'est parce qu'elle est incitée par les films, par les livres aussi, ou par ses camarades de classe à aller plus vers des choses qu'on va proposer aux filles. Et moi, j'ai l'impression de devoir compenser, c'est-à-dire devoir lui dire, bah tu sais, en fait, tu peux aussi faire ça. Et puis tiens, regarde, il y a ça. Et puis oui, on te dit tout le temps que t'es jolie, c'est vrai, mais tu es aussi très intelligente. Donc et le cerveau, c'est hyper important. Donc c'est compenser en fait pour apporter autre chose que les qualités que la société lui met dans la tête comme quelque chose qui serait inné chez elle, alors que pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est très très important. J'aime beaucoup cette notion de compenser qu'on peut avoir. Moi, je vois bien ma fille là qui a découvert l'école cette année. Ça a aussi été la découverte de l'explosion des stéréotypes de genre divers et variés. Et des fois, tu vois, quand on parle de compenser, je repense à ce moment où elle était avec son bouclier, son épée. On m'a dit, je suis un chevalier. Et où tout simplement, tu vois, dans la représentation, je dis, t'es une chevaleresse, en fait. Aussi montrer que le mot féminin existe, et donc ce rôle existe. Mais c'est vrai qu'on va plutôt chercher à compenser. Les robes, les princesses, les licornes, etc. C'est très chouette, et je pense pas, en effet, qu'il faut empêcher nos enfants, filles comme garçons, d'aimer ça. Maintenant, compenser en se disant, est-ce que tu veux essayer ça? Est-ce que ça te plaît? Et des fois, tu sais, en mixant les univers. Ouais, complètement. Par exemple, quand elle a dit qu'elle voulait être chevaleresse et terrasser des dragons, c'était sur une licorne. Donc on peut mixer les trucs. Ouais, on peut mixer les deux. Et c'est un côté très chouette où en fait on brise vraiment des barrières dans ce qu'on peut voir. Au niveau des idées un petit peu féministes, comment est-ce que tu prépares ta fille à ça? Est-ce que ça a une influence sur la façon dont tu la prépares au monde, à ton avis? Est-ce que dans la façon dont tu l'accompagnes au monde, en termes de, je sais pas, peut-être lui faire remarquer, ça c'est pas normal, ça c'est normal. Sur le consentement, le rapport au corps, ouais, c'est des questions. Et aussi, tu vois, tu dis sur les rôles genrés aussi, sur peut-être dans les lectures que vous pouvez avoir, sur Maman Ours qui fait tout pendant que Papa Ours il reste le cul sur le canapé. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien? Je me suis beaucoup posé la question de savoir comment lui parler de consentement de manière adaptée à son âge et puis à partir de quel âge on pouvait. Et en fait, c'est venu assez dans la continuité quand j'ai pas le souvenir d'un moment précis, mais j'ai des exemples dans la tête. C'est de lui dire, parce que souvent les enfants c'est les sujets de toutes les embrassades, enfin voilà, les papis, les mamies veulent leur faire des bisous, des câlins. Voilà. Et donc ça, par exemple, ça a été un sujet. Je lui ai dit, si quelqu'un veut te faire un bisou, tu dois être d'accord en fait. Donc c'est pas parce que t'es une enfant que t'es à la disposition de tout le monde pour faire des bisous. Donc si t'as pas envie, tu peux dire non, j'ai pas envie de faire un bisou et on peut pas te forcer à faire des bisous si t'es pas d'accord. Et ça, je me souviens quand j'étais petite, fallait absolument faire la bise avant de partir aux uns et aux autres, aux unes et aux autres aussi. Et donc ça, je crois qu'elle l'a compris. Donc si elle a pas envie de faire de bisous, elle le vit pas comme une obligation familiale ou amicale. Et ça, pour moi, c'est un exemple de début de compréhension pour elle, j'espère, que son corps lui appartient. Voilà. Et quand elle sera plus grande, du coup, peut-être que, s'agissant de choses plus intimes, dans les discussions, on pourra aborder effectivement ce que c'est que le consentement au niveau de l'acte sexuel, etc. Ce qui, évidemment, à son âge, est trop jeune, mais qui, du coup, se manifeste déjà sur des problématiques du quotidien, que si elle n'a pas envie de faire un câlin à quelqu'un ou un bisou pour dire au revoir, elle n'est pas obligée. Voilà, c'est un exemple. Et au niveau de l'égalité des sexes, comment t'amènes ça? Parce que j'entends bien le sujet des jeux de stéréotypes de genre et tout, mais très concrètement, alors à moins que nos enfants évoluent vraiment dans des écoles très différentes, t'as peut-être déjà été confrontée à des sujets où elle-même a été confrontée à des inégalités de sexe et de genre au sein de son environnement. Comment est-ce que tu l'accompagnes là-dessus? Est-ce qu'elle t'en parle? Comment est-ce que tu fais? J'essaie d'en parler avec elle parce que c'est vrai que j'ai été confrontée à la situation pas plus tard que cette année et je m'en étais ouverte auprès de parents d'élèves en posant des questions, il me semblait de manière calme, sur la boucle WhatsApp des parents d'élèves. Je m'attendais pas aux réponses que j'ai eues. C'était en fait l'institutrice, donc la professeure de la classe de grande section, avait sûrement, je pense pas, conscience des conséquences éventuelles de ce qu'elle avait mis en place. C'est-à-dire que quand les enfants rentraient dans la classe, ils devaient mettre leur étiquette avec leur prénom dans la colonne fille ou garçon. Donc c'est une école publique, donc laïque, voilà, enfin tout ce qui est de plus classique, j'ai envie de dire. Et donc j'en parlais d'abord avec des parents d'un de ses camarades, et donc une autre maman me dit, parce que bon, le fait est que c'était une autre maman qui a réagi en premier, et papa, mais ça aurait pu. Mais bon, elle me dit oui, j'ai remarqué qu'effectivement depuis, mon fils, il a tendance, quand il met sa case dans garçon, il va jouer avec les garçons après, parce que ça les incite à faire deux clans en fait, ce genre de choses. Exactement. Et
donc j'en ai parlé. Alors après, j'ai été convoquée par la directrice comme si on était en 5e et qu'elle allait mettre 2 heures de colle. Donc elle m'a appelé le lendemain en me disant qu'il fallait qu'elle me parle parce qu'elle connaissait tous les parents d'élèves sauf moi et que ce serait l'occasion de faire connaissance. Bon, je sais pas, ma fille était dans son école depuis plusieurs années, je sais pas trop. J'ai vu le truc venir. Et ensuite, en gros, elle m'a expliqué pendant le rendez-vous qu'elle comprenait pas quel était mon problème, que c'était une tradition de l'école maternelle et que, en agitant son index comme ça, que de toute façon, ça continuerait, voilà. Et moi, j'ai dit, mais ça peut les inciter à jouer séparément. En fait, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer, que ça entretient les stéréotypes de genre. Elle me dit, mais pas du tout, votre fille, elle joue au foot dans la cour, tout va bien. Mais enfin, franchement, enfin, vraiment un truc virulent. Et là, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Parce que j'ai l'impression qu'on régresse. C'est-à-dire que, je sais pas, j'en ai parlé avec des institutrices avec qui je suis restée amie, que j'ai retrouvées quand j'étais adulte, qui m'avaient en classe petite. Et elle me disait, non, mais franchement, j'ai l'impression qu'effectivement, la montée des mouvements réactionnaires fait que les stéréotypes de genre sont en recrudescence même à l'école. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Haut Conseil à l'égalité dans son dernier rapport. Donc, ce qu'on voit dans les rapports, on peut aussi le retrouver sur le terrain. Mais je pense que tu as pu faire la constatation aussi, toi, sûrement dans l'école de ta fille. Je pense pas que les enseignants et les enseignantes veulent mal faire. Pas du tout. Ils font ce qu'ils peuvent avec le moyen qu'ils ont. Mais en tout cas, je pense que parfois, il y a des barrières et que la discussion maintenant est fermée pour des raisons d'impossibilité de se parler, eu égard à la montée de certaines convictions réactionnaires anti-droit. Oui, c'est vrai. Puis, tu vois, par rapport à la montée des choses réactionnaires, c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de l'éducation, la vie intime et affective, appelée sexualité dans les textes. Parce que ce sujet a été repris et monté en épingle par l'extrême droite notamment et par la droite conservatrice en faisant une espèce de panique morale qui n'a pas lieu d'être. Et en effet, j'ai constaté vis-à-vis de ça qu'il y avait une espèce de réactance globale sur c'est quoi les rôles genrés, c'est quoi un garçon et une fille et tout. Et c'est intéressant parce que moi j'en ai parlé avec la directrice de l'école de Sarah. Ah, toi aussi. Alors, j'espère qu'elle était plus ouverte. Non, pas trop. Ah bon, mince. Non, parce qu'en fait, moi, je lui ai juste posé la question de savoir ce qui avait été mis en place dans son école. Et elle, en fait, après, j'entends aussi sa position. Hein, elle me dit, oui, je sais la loi, je sais tout ça, mais en fait, moi, c'est les parents derrière qui m'engueulent si on le fait parce qu'il y a eu ces discours-là et parce que les parents ont peur qu'on apprenne aux enfants à se masturber, par exemple, etc. C'est lunaire. Et du coup, en fait, ça les rassure. J'ai reçu ici Maxime Rouzneski qui avait cette phrase, tu vois, sur les stéréotypes de genre et qui disait les stéréotypes de genre, on est nombreux et nombreuses à comprendre que c'est pas une bonne chose, mais c'est aussi des doudous parce qu'on a été éduqués avec. Ouais, complètement, ça nous rassure. Ça nous rassure, tu vois. Et je trouve ça très intéressant de voir que dès qu'on sent qu'on peut être menacé sur quelque chose, on va se raccrocher à ça. Mais en effet, il y a tout ce côté comment accompagner ça, c'est pas évident. Mais après, finalement, c'est pas plus compliqué qu'un autre sujet, tu vois. Comment accompagner face au harcèlement? Comment accompagner face au, tu vois, ma fille, elle est racisée. Comment accompagner face au racisme qu'elle subit déjà? Ça commence à 5 ans, tu vois. ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est des vrais défis qui nous attendent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que toi, parce que maintenant, on a parlé des moments problématiques un petit peu, qui nous ont mis un petit peu au défi, qui nous ont challengé. Mais est-ce que à l'inverse, tu as des moments ou des opportunités que tu as trouvées particulièrement gratifiantes dans l'accompagnement de ta fille où tu t'es dit ah, ça c'est cool, etc. Oui, pas plus tard que le week-end dernier, j'étais chez mes grands-parents, donc ma grand-mère et mon grand-père qui sont en 37, donc ils sont plutôt jeunes, donc c'est arrière-grands-parents. Et puis mon grand-père regarde ma fille et il lui dit ah bah oui, ta maman elle est avocat. Et là elle le regarde, elle lui dit avocate? Bah oui, avocate, c'est une fille. La fierté. Et voilà, donc ouais, là, je me suis dit, ça va, elle a compris que, enfin, pour elle, en fait, elle a même pas compris pourquoi il lui disait ça, en fait. Parce que pour elle, le titre, il est féminisé, et elle comprenait pas pourquoi il disait avocat. Donc, elle l'a repris naturellement. Et mon grand-père, ça l'a fait rire, ma grand-mère aussi, parce que, enfin, ils l'ont bien pris, tu vois. Ils sont pas braqués en disant, ah là là, elle lui intoxique la tête. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est très bien. Oui, bien sûr. Je pense que c'est bien qu'on en parle de ces sujets et que pour elle, ce soit... mais pareil, là, elle va bientôt apprendre les accords. Enfin, elle va rentrer en primaire, donc les accords de français. Et puis, on marchait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et donc, au sens de la langue française, elle fait une faute d'accord. Donc, elle accorde au féminin, parce que peut-être dans sa tête, il y avait plus de filles que de garçons dans la phrase. En tout cas, elle accorde au féminin. Et je dis, bah non... d'après la langue française, là, tu vois, par exemple, tu devrais accorder au masculin. Elle me dit, c'est quoi masculin? J'ai dit, bah, masculin, dans la langue française, ça veut pouvoir dire plein de choses, mais dans la langue française, ça veut dire que on met au sens des garçons. Et là, elle me regarde, elle fait, mais pourquoi? C'est pas normal. J'ai dit, oui, bah, alors ça, c'est l'Académie française, c'est des messieurs dans les années 1600. Donc là, je lui explique. Et je lui dis, mais au Moyen-Âge, c'était moins comme ça. Par exemple, quand il y avait plus de filles que de garçons dans le sens d'une phrase, eh ben, on mettait l'accord de majorité. J'essaie de lui expliquer ça. Et donc, vraiment, pour elle, c'était pas logique qu'on accorde tout le temps au masculin. Elle trouvait ça bizarre, quoi.
Donc voilà, et là aussi j'étais contente. J'ai un peu ces mêmes des échanges avec ma fille, surtout que si tu veux, moi des fois je vais à l'école de ma fille pour faire des jeux de société avec les enfants, je mets un point d'honneur à dire, alors c'est à chacune de tirer ses cartes, etc. Tu vois, donc j'essaie d'être le plus inclusif dans mon propos possible, et je vois bien, que ça les fait tiquer. Et moi j'utilise beaucoup l'accord de proximité qui est autorisé par la langue française et autorisé à l'éducation nationale, faut le savoir, et que donc des fois, voilà, je fais exprès de mettre les filles en fin de phrase pour avoir l'adjectif qui va s'accorder. Et j'aime bien observer les réactions, si tu veux. Et c'est quoi alors les réactions ? Mini parenthèse. Alors les réactions, c'est qu'il y a vraiment eu, j'ai déjà eu des petits garçons, jamais de petites filles, mais des petits garçons qui m'ont dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'on dit, voilà, une sorte d'adjectif masculin. Et je dis bah non, j'ai utilisé je vais t'expliquer ce que j'ai utilisé, on appelle ça l'accord de proximité, quand le mot le plus proche est un mot féminin, donc qui concerne les filles, l'adjectif, donc le mot que je vais utiliser après, peut être utilisé au féminin. Ah bon, mais je savais pas et tout, mais moi personne d'autre parle comme ça. Je dis mais les autres parlent comme ils veulent. Je dis mais moi je parle comme je veux, en l'occurrence, en plus ça respecte les règles de la langue française. Ouais. Donc mais je savais pas, et en fait les enfants ils sont très friands de ça. Et ça, t'as eu des retours des parents d'élèves, il y avait des remontées ou pas ? J'ai eu 2 parents qui sont venus me voir un matin en me disant oui, j'aimerais en savoir un peu plus, comment est-ce que vous parlez aux enfants, parce que il y a une maman qui m'a dit ça en me disant ouais c'est sympa et tout, et il y a une autre maman qui m'a dit que sa fille du coup lui avait dit c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on me parlait. Ah, c'est fort, beau, tu vois. Ouais. La fille elle a 5 ans. Et c'est la première fois que j'avais l'impression qu'on me parlait, parce que la mère la cuisinait un peu en mode mais comment ça, il parle bizarrement, machin. Et bien sûr qu'elle la cuisine. Elle dit il y a un adulte qui vient dans la classe, il parle bizarrement. Oui. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Oui, c'est clair. On aurait fait pareil à sa place. Oui. Par contre, j'ai aussi eu un autre parent d'élève qui m'avait dit oui, il va falloir arrêter de vouloir mettre n'importe quoi dans la tête de mon fils. Et je m'étais juste permis de lui répondre je sais pas de qui de nous deux lui met n'importe quoi dans la tête. Ah, c'est super bien. Voilà. Je dis je pense qu'on va le laisser décider si vous voulez. Parce que c'est son droit de décider en fait aussi. Toujours appuyé sur le côté des droits de l'enfant. Et voilà, et ça s'est arrêté là parce que le gars en plus il a bien vu que voilà. Après je t'avoue que ce sont aussi des parents qui me voient arriver à déposer ma fille à l'école en jupe. Oui, on en avait parlé et qui t'avait dit pourquoi vous faites ça ici, c'est ça, et t'avais dit ça. Et eux, voilà, ça peut les interpeller. Donc je comprends après que ça les perturbe, tu vois. Mais je pense que c'est important. Mais tu vois, je voulais te poser une question. C'est un débat que j'ai vu avec Raphaël Haddad. Je renvoie sur l'épisode sur l'écriture inclusive et surtout sur la recherche d'égalité par les mots, qui est vraiment très 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 importante. Et lui, il me disait qu'il y avait des professions dans lesquelles il y avait plus de difficultés à féminiser les mots. Donc la question que je vais te poser, c'est tu es avocate, est-ce que tu te fais appeler maîtresse de Philippe ? Eh ben, ça fait quelques mois que je me suis vraiment posé la question. Et là, depuis quelques semaines, je le dis parfois. Mais je le dis pas forcément encore tout le temps. Dans mon engagement militant, je trouverais ça normal de le faire. Enfin, j'ai envie de le faire. Ensuite, pourquoi je l'ai pas fait ? Faut savoir, j'ai prêté serment fin 2013 et ma première adresse mail à l'époque, j'avais même pas réfléchi, j'avais mis avocat sans E. Et donc, vers 2015-2016, j'ai changé ça et j'ai mis un E. Et rien que quand j'ai fait ça, j'avais des retours, même pourtant, je veux dire, on n'est plus en 1950, quoi. Non, c'est avocat parce que c'est le titre, on met pas de E. On dit confrère et pas consoeur. J'ai des consoeurs qui m'appellent confrère. Moi, je dis bah non, consoeur, hein, je suis pas confrère, je suis consoeur. Donc, je bataillais déjà sur ces termes-là. Alors, avocate, je dois dire que c'est relativement admis, mais ça m'arrive d'avoir des réflexions et pas si rarement que ça. Donc, quand même. Consoeur, il y en a quand même beaucoup qui aiment pas trop. Et puis donc maîtresse, là je pense que je vais vraiment commencer à l'utiliser. Je l'ai utilisé dans quelques mails là, la semaine dernière vraiment, mais j'avais presque envie d'écrire au barreau pour leur expliquer que j'avais juste, ils s'en foutent, hein, je suis même pas sûre qu'ils lisent mon courrier. Mais oui, à titre informatif, ça m'intéresserait d'avoir votre avis déontologique là-dessus pour voir ce qu'ils me disent, hein, pas pour attendre l'autorisation, mais je voudrais savoir en fait leur position sur ça. Voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont un truc à dire. Mais donc, je crois que je vais vraiment finir par l'uniformiser, c'est-à-dire l'utiliser. Ouais. Parce qu'on dit maîtresse de conférence. Et au début, quand j'ai vu des femmes faire ça à l'université, c'est vrai, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'y avais pas pensé. Malgré le fait que je milite depuis plusieurs années, c'est une question que je me suis posée assez récemment pour dire à quel point on est encore conditionné à ne pas s'en poser certaines. Moi, j'ai cette anecdote avec ma compagne qui est chirurgienne, dentiste déjà, elle ne dit pas chirurgienne, elle dit chirurgien, donc c'est voilà. Où elle avait signé un mail qu'elle envoyait à une consoeur, co-fraternellement. Et moi, j'avais dit, pourquoi t'écris pas co-sororalement en fait ? Ah non, mais c'est comme ça et tout. Ouais, mais à un moment, on a des convictions, tu vois, il faut aussi qu'elles s'expriment dans notre quotidien. Ça peut faire partie des petits gestes. Et en effet, ça a été quelque chose qui a été très complexe à réfléchir, tu vois. Donc, il y avait ce sujet-là. L'autre question que je voulais te poser, c'était par rapport à ça, donc on a ces égalités de genre, etc. Est-ce que toi, tu utilises
peut-être des figures historiques féministes que tu partages avec tes enfants. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des livres sur Frida Kahlo, sur plein de personnes. C'est vrai qu'il y a une offre culturelle qu'il n'y avait pas quand on était petite et petit. Ouais. Est-ce que c'est des supports que tu utilises peut-être pour aller là-dessus? Il y a même un Hushi, je sais pas si tu sais, moi ça encore un petit peu trop petite, mais c'est vraiment sur sa liste pour ses 7 ans, je pense, donc l'année prochaine. C'est un qui est, mais en version femme illustre. Ouais, c'est chouette ça. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, est-ce qu'il y a des voilà, est-ce que tu t'inspires comme ça de j'ai essayé avec de la littérature pour les enfants, donc des livres pensés pour les enfants, comme tu viens de dire, d'en acheter certains orientés sur ces questions-là, qui mettaient en avant des femmes, avec la conscience qu'il y a quand même la pop culture derrière et le côté vachement... marchand en fait aussi de la mode, par exemple autour de Frida Kahlo. Mais néanmoins, Frida Kahlo, ça plaît à ma fille, ça a permis de parler d'une femme artiste, tout en étant consciente que maintenant c'est aussi une industrie. Donc c'est aussi essayer de mettre en avant des femmes moins connues finalement. Ou en tout cas, tout aussi connues, sûrement, comme Marie Curie, qui est très connue, mais où il n'y a pas tout ce marketing autour. Ouais, donc Marie Curie, comme je ne sais plus à quelle occasion exactement, on devait se promener dans Paris, et je lui ai dit, tu sais, Marie Curie, elle travaillait à Paris, c'était une grande chercheuse. Et ça permet, je pense, aussi de montrer qu'il y a d'avoir des rôles modèles qu'on n'avait pas trop quand on était petite et petit, on avait beaucoup moins. Donc là-dessus, je pense qu'avec un regard rétrospectif sur 30 ans, on a quand même avancé. Ça fait plaisir, même si, effectivement, on ne peut pas constater des grands changements en termes de pourcentage de violence, etc. Je pense qu'on est au début peut-être d'un mouvement. Ce virage, donc, il se fonde sur une éducation différente de celle de l'éducation qu'on a reçue massivement. Qui a regardé les séries qu'on regardait quand on était, je sais pas, ado ou quoi. Enfin, il y a toujours cette offre un peu avec les relations nocives présentées dans des couples hétérosexuels où souvent le mec il est présenté comme séduisant mais bad boy, violent mais séduisant. Enfin, je pense notamment à la série Gossip Girl avec Chuck Bass. C'est Chloé Thibault qui a écrit un livre qui s'appelle Désirer la violence, qui est paru il y a pas très longtemps, qui est vachement bien sur ce sujet et qui retrace un peu tout ce qu'on a vu, qui était considéré comme sexy en fait, alors qu'en fait c'était pas désirable en réalité, mais on nous le présentait comme désirable. Et ça, je pense que dans les livres ou les choses qui vont les accompagner en grandissant, ça a quand même un peu changé. Bon, après, il y a toujours des trucs complètement hallucinants. Aujourd'hui, on est aussi sur des générations, il y a eu beaucoup de télé-réalité. Ouais. Je trouve que la télé-réalité, elle s'inspire totalement de ces codes dont tu parles, qui ont totalement été importés et même amplifiés au maximum, en fait, sur la toxicité, sur la mise en piédestal des relations toxiques. Je veux dire, quand on regarde des gens s'engueuler comme du poisson pourri, se traiter, pratiquer des violences sexistes et sexuelles, et que ça soit quelque chose qui soit un divertissement et normalisé comme ça tous les jours. Et si c'est à ce point-là normalisé, c'est aussi parce que je pense que c'est la réalité de la société aussi. C'est qu'il y a des choses, non, mais c'est pas une vraie agression, non, mais il a un comportement trivial, mais c'est pas un agresseur, bon voilà. Et donc en fait, c'est arrivé. Bien sûr. Mais oui, mais tu vois, là, c'est à la télé quand même. Ah oui, bien sûr, c'est diffusé en masse. C'est diffusé en masse, il n'y a plus aucun frein là-dessus. Et surtout, c'est mis... moi, je sais que mes neveux, par exemple, ont grandi en regardant ça quand ils avaient déjà 4-5 ans, tu vois. Ça laisse des traces, même aujourd'hui, tu vois, ils ont grandi, mais ça a vraiment laissé des traces, donc ça, c'est important. La consommation du contenu sur les téléphones, Ah oui, c'est un vrai sujet qu'on n'avait pas, nous, quand on était petits, parce qu'on n'avait pas encore accès à tout ça. Exactement, donc ça, c'est un énorme sujet, mais c'est vrai qu'on a, tu vois, ces représentations qui sont là. C'est compliqué parce que, tu vois, c'est aussi comment est-ce qu'on présente la télé. Est-ce que la télé, c'est une source d'information fiable? Tu vois, nous, on a grandi, la télé, c'était là où il y avait les infos, c'était machin. Donc, ce qui passait à la télé, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, d'important. Oui, c'est ça, il n'y avait pas CNews, quoi. C'est de l'information présentée comme vraie, alors que, en fait, non. Quand on voit qu'ils ont présenté il y a quelques mois l'avortement comme la cause la plus importante de décès dans le monde, c'est sûr que c'est de la désinformation. Ils se sont excusés dans le lendemain en disant que c'était une erreur. Oui. Mais bon, l'info était déjà passée. Et quand on va dans les foyers, donc le week-end dernier, j'étais chez mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils avaient en fond sonore c'est pas un reproche, je comprends. Surtout parce que aussi ils sont peut-être isolés, comme ils sont à la retraite. Donc en fait, ça leur fait une présence sonore. Et ils avaient à la fois BFM et puis parfois pire CNews. Et donc en fait, ça imprègne puisqu'on entend. Puis quand il y a les enfants à côté, ils entendent aussi ce qui passe en fond. Donc ça, je pense, a un vrai impact sur la tête. Et ça, je pense que c'est un vrai truc qu'on peut se dire, c'est aussi ne pas laisser ces chaînes d'infos ou même la télé en fond sonore en permanence. C'est ça, ce qu'on a plus de. Ça peut être une vraie piste. Alors bien entendu aussi, attention, on dit ça, faut pas que ce soit une injonction. Mais aujourd'hui, il y a d'autres ressources gratuites qui existent.
comme des podcasts pour enfants, par exemple, des podcasts de documentaires, même pour enfants qui existent. Donc ça peut être, si on veut vraiment un fond sonore aussi pour pas nous ennuyer, peut-être qu'on peut faire ça. Moi, j'écoute beaucoup les bestioles avec ma fille, par exemple, et en plus, j'apprends des trucs. Donc, ouais, c'est ça. Toi aussi, des fois, t'apprends des trucs dans les trucs pour enfants. Ouais, moi aussi, mais j'ai honte de le dire. En mode, j'aurais dû savoir ça. Grâce à ma fille, j'ai appris que le bébé hérisson, c'est le choupisson. Tu vois, je savais pas non plus. C'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Donc il y a ça. Il y a quand même quelque chose où je me dis, avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sais dans ton milieu militant, dans ton engagement, tout ce que tu as vécu, est-ce que tu parles de ça à ta fille ? Comment tu lui en parles si c'est le cas ? Ou est-ce que tu la sensibilises à minima ? Et comment tu la sensibilises peut-être justement pour, dans une certaine forme de protection ou d'accompagnement pour que ça lui arrive pas ou autre, tu vois. On a déjà parlé du consentement qui est un sujet important, mais est-ce que tu l'expliques des fois que, je sais pas, peut-être que maman, elle va s'occuper des méchants, j'en sais rien, tu vois. Ah oui, par rapport à mon travail. Ouais. Ah oui, je lui ai dit que je défendais beaucoup les droits des filles et des femmes parce que dans le monde dans lequel on habite, on vit actuellement, il y a encore une éducation, des habitudes, des préjugés. Bon, après, il faut expliquer ce que c'est les préjugés, voilà, qui font que les petits garçons, on leur dit que être courageux, fort et violent, en fait, c'est des choses de garçons, et que les petites filles, elles devraient tout accepter. Je crois que c'est à peu près avec ces mots-là, en plus expliqué, que je lui ai dit ça. Donc, à la fois de dire, il n'y a pas de rôle pour chacun et chacune. Et puis, il faut quand même que tu saches qu'effectivement, alors je n'ai pas dit il faut que tu saches, mais c'était pour lui expliquer qu'il y a des choses qui aujourd'hui peuvent éventuellement arriver. Enfin, pas éventuellement en fait, mais je voulais pas non plus. Enfin, c'est tout l'aspect de pas la traumatiser avec ces sujets-là aussi. Donc, je crois que je l'ai dit exactement. En tout cas, quand on parlait des bisous et le fait qu'elle n'était pas obligée de faire des bisous aux gens, j'ai dû lui dire. Et d'ailleurs, si quand tu seras plus grande, tu as un amoureux ou une amoureuse, eh bien, t'es pas obligé de faire tout le temps des bisous, même si ton amoureux, ton amoureuse. Tu vois, c'est plus sur des exemples concrets que sociétaux. Même si effectivement, j'ai essayé de lui expliquer qu'on disait souvent des trucs aux filles, qu'elles devaient être comme ci comme ça, que c'était la société, avec des mots que j'espère qu'elle a compris. Mais j'ai pas employé le mot viol, j'ai pas employé le mot agression sexuelle, j'emploie pas les mots. Je sais pas. D'ailleurs, je me suis pas encore demandé quand est-ce que je les emploierai avec elle. Mais en tout cas, c'est sûr, pas à 5 ans, quoi. Mais comme tu disais, c'est un travail parallèle de sensibilisation qu'on devrait faire à l'école, d'ailleurs, à tous les niveaux, puisque c'est une obligation légale depuis le début des années 2000, d'avoir 3 séances du CP à terminale, et puis ils les tiennent pas. Donc, et puis, de toute façon, ça leur reviendra aussi. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode avec 4 jeunes adolescents, collégiennes, adolescents, adolescentes, et à un moment dans l'épisode, il y a une jeune fille donc de 12 ans qui parle comme ça de viol. Mais moi, je t'avoue que j'étais le premier surpris parce que j'étais là, waouh, à 12 ans, elle en parle, mais en plus, si tu veux, presque avec une certaine normalité. Enfin, c'était pas dur pour elle d'en parler, tu vois. Et vraiment, ça m'a marqué. Donc, je me dis aussi, aujourd'hui, les enfants sont peut-être aussi confrontés à ça plus tôt. Oui, je parle même pas des cas d'inceste, hein, mais en tout cas, dans l'actualité, sont peut-être confrontés à ça plus tôt. Donc, voilà. Je sais pas si c'est à nous de leur en parler ou si c'est plutôt à réussir à trouver les bons mots quand ça viendra d'eux ou d'elle, tu vois. Mais en effet, c'est pas évident de savoir comment faire ça. Et puis, il y a aussi cet autre volet sur lequel je voulais te poser une question, c'est est-ce que du coup, ça lui donne une certaine conscience militante déjà, tu penses ? Est-ce qu'elle exprime le souhait de faire des choses ou pas ? Je pense à sa manière à elle, c'est-à-dire que souvent on lui fait la blague, alors tu veux faire avocate comme ta maman, et en général elle dit non. En fait, elle est plus tournée vers le dessin, les choses manuelles, et à travers ça, je pense qu'elle s'exprime et qu'elle pourra, si elle le souhaite, militer par cette voie-là. Ou peut-être qu'elle changera d'avis d'ici là et ça se trouve elle voudra faire avocate ou autre chose. Hein. Oui, je pense que en tout cas à travers ses dessins, elle a tout le temps des crayons dans les mains, ça c'est incroyable. Enfin vraiment, je me dis mais quand est-ce qu'elle dessine pas ? Alors, elle me fait une production de dessins, je sais plus où les mettre moi, parce que je culpabilise de les jeter, je vais pas acheter. Mais j'ai vraiment des cartons de dessins. Instant astuce, il existe des cadres dans lesquels tu peux mettre 150 feuilles. Ah bon, 150 dessins ? 150 feuilles, et en fait, si tu veux, le cadre, tu vas toujours voir un dessin et dessous il y a tous les autres. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que même elle, tu peux dire, écoute, on va tous les stocker là. En plus, comme ça, quand on a marre de voir celui-là, tu peux en remettre un autre. Ah ouais, c'est super ça. Moi, j'ai 2 cadres comme ça à la maison. C'est génial. Ouais. Ah non, mais vraiment, je crois que tu me diras où tu as trouvé ça, parce que ceci n'est pas une publicité commerciale, on l'a vraiment pas fait exprès. Pas du tout, c'est juste que c'est une vraie astuce. Ça évite de jeter les trucs, même si on peut peut-être en jeter plus tard, parce que des fois, il y a quand même des dessins, bon, voilà, ça se discute. Oui, voilà, oui, on est d'accord. Mais au moins, en fait, ça peut aussi être un endroit où tu vas dire, ok, je les jette pas.
Et voilà. Et de toute façon, ce dessin, si elle veut le garder exposé à un endroit, ça va pas te prendre plus de place. Donc, et là, tu peux stocker des feuilles quand même, tu vois. Donc, il y a moyen que ce soit. C'est un bon tips. Donc oui, je pense que en tout cas pour l'instant, elle aime bien dessiner, elle aime bien peindre. Bon après, ma fille, elle a une éducation en tout cas, elle a accès à des choses à Paris auxquelles moi j'ai jamais eu accès. Donc c'est sûr que je regarde ça avec une certaine distance où je lui dis aussi. J'essaie de lui dire, tu sais, tu vas dans des musées. Bon, les musées maintenant, ils sont quand même gratuits le premier dimanche de chaque mois. Mais moi, j'avais pas foutu les pieds dans un musée avant assez grande ou alors c'était avec l'école. Donc, j'essaie de lui dire, tu as accès à beaucoup de choses culturelles, c'est chouette. Sache que c'est pas le cas de tout le monde. J'essaie aussi un peu de la ramener, parce que je pense que les milieux militants, j'ai envie de dire presque peu importe les revenus des militantes et des militants, c'est des milieux en dehors de cet aspect-là financier, des milieux très ouverts sur les cultures. Et donc, où on va mettre l'accent sur cette offre culturelle-là, les conférences, même parfois pour les enfants, les ateliers dans les musées. Et ça, j'espère que ça lui ouvre l'esprit. Mais je voudrais pas qu'elle devienne pédante et qu'elle ait l'impression de tout savoir. Enfin, tu vois, ça me fait un peu peur aussi, je veux dire. C'est parce que j'ai pas eu l'expérience autour de moi. Moi, j'ai grandi à Villefranche-sur-Saône. Voilà, ma mère, à partir de 9 ans, quand j'ai eu 9 ans, elle nous a éduqués toutes les trois quasiment, un frère et une sœur, donc 3, quasiment seules. Donc, elle faisait ce qu'elle pouvait pour boucler les fins de mois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça donne sur les enfants de grandir avec une telle offre culturelle? Est-ce qu'ils vont pas devenir ces intellectuels dont on caricature parfois les portraits complètement coupés du monde, en fait? Voilà, j'espère pas. Petite digression. Non, mais c'est important parce qu'en effet, il y a aussi ce côté-là, si tu veux, ou à l'inverse, tu peux aussi avoir peur de la dégoûter, tu vois, peut-être que ta fille, à force de voir maman être militante, etc., elle va se dire, moi, j'ai pas envie de ça et je vais devenir une tradwife. Oui, j'allais dire en rigolant, tradwife, ouais, peut-être que... Je sais pas, tu vois. Des fois, je lui fais des blagues parce que quand on va chez ma mère, parfois, elle fait des gâteaux avec sa mamie. Là, pour le coup, c'est genré, mais c'est vrai que son grand-père, je sais pas, il fait pas de gâteaux. Enfin, là, on est vraiment dans la répartition des rôles. Ils sont divorcés, mais je veux dire, mon beau-père, donc le compagnon de ma mère, c'est vrai que c'est pas les gâteaux son truc, parce qu'il fait pas l'effort. Et donc, du coup, en rigolant, je dis, t'as vu, moi aussi, je fais quand même des meilleurs gâteaux que ta mamie. Enfin, elle dit, mamie. Souvent, elle marque un arrêt. Pour ça, je fais la blague souvent. Elle me regarde, elle fait, mais tu fais jamais de gâteaux. Et c'est vrai que je sais pas, dans les rôles stéréotypés, c'est sûr que les trucs stéréotypés parfaite maman, c'est pas trop mon truc. Ça n'empêche pas que je fais plein de trucs avec ma fille. Mais oui, donc du coup, je me dis, est-ce que ça va pas... C'est vrai, je me suis posé la question. Enfin, je vais pas la dégoûter des trucs militants. Je pense qu'il faut j'essaie de lui expliquer que c'est important, en quoi c'est important, mais sans la couper de son monde d'enfant. Je vais pas lui parler de ça forcément tous les jours. J'essaie de le faire de façon plutôt implicite et je vais pas lui lire des livres sur Simone de Beauvoir ou tous les jours où je lisais la Limi ou j'essaie de doser. Mais bon, en fait, on est comme on est, donc ça fait aussi partie de nos identités. C'est comme toi avec ton engagement, et je pense que malgré nous, et même si on n'en parle pas, ça transparaît dans ce qu'on fait, quoi. Justement, en parlant de ce qui transparaît dans ce qu'on fait, avant de finir cet épisode, du coup, à la maison, comment ça se passe, les rôles genrés entre toi et le papa? On a toujours essayé d'avoir conscience de ça, mais j'ai noté que parfois ça revient. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je crois, quand tu disais on était biberonné à ça. Typiquement, s'il y a des travaux à faire ou un truc à faire, je veux dire, littéralement, on m'a pas appris quand j'étais petite. En fait, on m'a toujours dit que, enfin, pas dit explicitement, mais on sait qu'on n'a pas incité les filles à jouer au foot ni à prendre un marteau. Donc, s'il y a un truc à faire, il va falloir que je me dise, c'est pas parce que on m'a pas dit que je pouvais prendre une perceuse que je peux pas le faire. Donc, si j'ai pas cette démarche-là, peut-être que j'ai tendance à attendre que ce soit pas moi qui le fasse. Mais après, je me dis, mais non, c'est bon. C'est comme les déménagements. Souvent, on dit, ouais, féministe, sauf quand il faut porter des choses lourdes. Ça, typiquement. Alors, peut-être parce que c'est un truc moins récurrent que certains événements. Mais, je veux dire, je fais l'effort d'essayer de me dire, je vais pas ne pas aller aider mon pote parce que, oh là là, j'ai des petits bras. Même si, effectivement, je suis pas très grande, j'ai 1m61 ou 60, je sais même pas, je vais quand même aller pour aider, porter. J'essaie, dans mon quotidien, de me dégenrer. Voilà, mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que je reviens aussi de loin. Je pense que j'adorais vraiment le rose. Je sais pas trop pourquoi.
jusqu'à un certain âge d'ailleurs, je trouvais ça rigolo, tu vois, les trucs Hello Kitty, tout ça. Et en fait, c'est de se dire, mais attends, pourquoi j'aime ça en fait? Et de dire, mais en fait, je suis pas sûre d'aimer finalement. Peut-être que moi, je préfère une autre couleur. Et donc, c'est un travail sur soi et dans la répartition des tâches. Surtout, moi, j'ai tendance à dire, parce que ma mère, elle me dit, ah là là, qu'est-ce qu'il s'en occupe bien de sa fille, etc. Et moi, je dis, mais attends, maman, c'est son père, encore heureux qu'il s'en occupe comme ça. Et donc, moi, de dire, mais en fait, je crois être un homme féministe ou allié, qui est un sujet qui me passionne. On en parlait tout à l'heure. Comment on l'est, comment on l'est pas. Mais c'est pas juste se dire, ah, j'ai vidé le lave-vaisselle, je suis allée la chercher à l'école. En fait, je crois que ça, c'est ce sur quoi on a la prise, c'est-à-dire les choses concrètes dont on se rend compte. Et c'est bien de le faire, et c'est bien d'y réfléchir, et c'est bien, comme je disais, l'exemple de la perceuse et tout, c'est des trucs qu'on peut arriver à percevoir, à matérialiser. Et là où c'est plus compliqué, je crois, c'est quand on les matérialise plus. C'est-à-dire que quand c'est l'acte spontané qu'on fait par habitude, et qui va finalement trahir, pas qui on est, parce qu'on ne se résume pas à ça, mais nos automatismes. De type, je sais pas, en soirée avec des amis, ça peut être un mec dans la pièce qui, même s'il est militant, pas mathiste, je veux dire, qui a quand même été conditionné et qui va avoir un moment, un comportement qui lui-même va le gêner, mais il va l'avoir quand même. De type, je sais pas, tu vas dire un truc, il va dire... oui, mais alors est-ce que c'est pas tout à fait exact? Parce que moi j'ai vu, alors que toi tu viens d'expliquer pendant 3/4 d'heure que c'était ton sujet de spécialité et qu'il y a une façon différente. Par exemple, la personne pourrait dire, j'ai une question, est-ce que tu crois que tel truc que j'ai vu passer, au lieu de dire non, c'est faux. Donc, ce genre de petit automatisme qui en fait n'est pas petit, parce que je trouve que c'est ce qui trahit ce qui reste et qui est tellement difficile à s'enlever comme poids. Tu parles de mansplaining. Oui, mais c'était un exemple. Mais je vais pas mansplainer le mansplaining, mais en effet, je te rejoins, c'est ces petits comportements auxquels on réfléchit pas. C'est vrai que tu as raison, souvent on parle de... Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Souvent on parle de répartition de la charge mentale et tout, qui sont des choses réfléchies, qui sont des choses sur lesquelles on va se poser, etc., sur les tâches domestiques et familiales. Mais en effet, c'est même dans la mise en œuvre, parfois, de ces tâches réfléchies, c'est comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va avoir ces petits automatismes ou pas, tu vois. Pour finir, si tu avais, toi qui est une militante, qui milite beaucoup, qui est dans cette recherche, ou en tout cas dans cet équilibre vie pro, vie perso, vie militante, si tu devais donner peut-être, alors je sais pas si on peut dire conseil, mais peut-être, ou des tips en tout cas pour les parents, les mères, potentiellement les pères aussi, qui aimeraient militer, avec plus, ou en tout cas s'engager, tout en étant parents, peut-être pas avec leurs enfants, mais tout en étant parents, mais en gardant cet équilibre. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense que c'est un peu ce qu'on disait sur l'arbitrage. En fait, c'est qu'on peut militer, je crois, avec ses enfants, et que le paramètre à prendre en compte, c'est la violence que peut impliquer le militantisme. Donc, que s'il y a une forme de violence qui n'est pas adaptée à l'enfant, que ce soit de la violence verbale, pas forcément des insultes, mais dans les concepts, voilà. Ou alors que ce soit peut-être de la violence physique, quand c'est des manifestations qui peuvent mal tourner, là, c'est évidemment de se dire, je pense, on peut pas y aller ensemble. Et dans les autres cas, se dire, oui, il y a une possibilité que ce soit adapté, donc c'est l'occasion d'en parler aux enfants, donc ça peut aussi être un moment convivial, parce qu'on porte aussi des valeurs humanistes qui peuvent se partager, je crois, dans des moments de joie. Bon, là, on vit un moment politique extrêmement triste et compliqué avec la montée du Rassemblement national. Mais le contre-pied, finalement, si on voit ça de l'autre côté, je dirais, c'est peut-être aussi le moment de rappeler nos valeurs à nous, qui sont des valeurs de progressisme, qu'on croit dans une société plus heureuse pour chacune et chacun, et comment est-ce qu'on peut le faire ensemble. Et donc ça peut aussi être des moments sympas finalement, et ça peut être adapté aux enfants. Et ensuite, si on peut pas les amener du tout, je veux dire, donc dans les circonstances qu'on a évoquées, après c'est organisé comme on s'organiserait pour faire un loisir qu'on n'a pas nécessairement envie ou la possibilité de faire avec les enfants. Donc ça dépend des possibilités de chacune et chacun. Si on a la chance d'avoir des membres de sa famille autour pour garder, ça peut être ça. S'organiser avec son conjoint ou sa conjointe en ne faisant pas reposer la garde que sur la mère, bien sûr. Et si on a les moyens, éventuellement prendre un ou une babysitter. Je dis un parce que c'est encore peu répandu. On n'a pas l'habitude. C'est comme les professeurs d'école. Ma fille, elle avait tiqué parce que sa rentrée en une section, c'était 1 mètre. Et elle m'a dit, mais maman, mais moi, en fait, je veux une maîtresse. Et je dis, non, les garçons peuvent très bien être professeurs d'école. Bon, je fais une digression, mais... Et ces automatismes sur les emplois. Voilà. Merci beaucoup, Violaine. Pas de rien. Avec plaisir, c'était sympa de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.